Je vais vous confier une histoire que je n'aurais jamais dû raconter. Et je vous préviens, si vous allez plus loin, ce n'est pas seulement ma vie que vous risquez d'entacher, mais peut-être aussi la vôtre. Parce que certaines choses, une fois entendues, ne se délogent plus de votre esprit. Elles s'accrochent, elles s'infiltrent dans vos rêves, se faufilent dans vos nuits et finissent par ronger vos jours. Alors écoutez à vos risques. Mais souvenez-vous, vous l'aurez choisi. Et si vous aimez plonger dans les abysses de l'horreur, abonnez-vous à Nuit d'horreur. Vous n'aurez plus d'excuses pour échapper aux ténèbres. Maintenant, je vais commencer. Je ne suis pas encore quadragénaire. Pas encore, mais presque. Et croyez-moi, le temps ne glisse pas, il dévore. Un jour, vous avez 20 ans, persuadé que le monde vous appartient, et le lendemain, vous vous réveillez dans une cuisine minable, face à une pile de factures impayées, et vous réalisez que vous n'avez rien construit. Pas d'économie, pas de sécurité, pas même une foutue planche de salut. Moi, j'avais eu un boulot décent. Rien de glorieux, mais honnête. Manutentionnaire dans un entrepôt. Des journées interminables, le dos brisé sous les charges, mais un salaire assez régulier pour payer la bière, le loyer et l'essentiel. Pourtant, j'ai toujours eu ce défaut, la colère. Une braise qui couve en moi, prête à exploser pour une broutille. Un jour, mon patron m'a pris pour cible. Pas parce que j'avais mal travaillé, non. Juste parce qu'il avait besoin de rappeler à tous qui commandait. Il m'a humilié devant les autres. Il a craché son autorité à la figure de tout le monde en utilisant mon dos comme estrade. Et moi, j'ai craqué. J'ai hurlé, j'ai dépassé la ligne rouge et j'ai écrasé cette foutue ligne comme on piétine un insecte. Résultat, plus de boulot, plus rien. Les jours qui ont suivi furent une descente en enfer. Je traînais dans mon appart crasseux, avalant des canettes de bière tiède, comme si l'alcool pouvait payer les factures. Le téléphone sonnait parfois, mais ce n'était jamais une bonne nouvelle, juste des voix mécaniques réclamant de l'argent. Et moi, je n'avais ni plan, ni famille vers qui me tourner. Rien. Seulement cette impression étouffante que les murs se resserraient chaque jour davantage, comme si mon appartement était un piège qui voulait m'écraser. C'est alors qu'une nuit, par pur ennui, j'ai ouvert un vieux journal, un truc froissé, jauni, abandonné sur un banc, comme si quelqu'un avait voulu s'en débarrasser. Au milieu des annonces poussiéreuses, vente de voitures, décès, vieilles promotions, j'ai vu ces mots. Concierge recherché, école. Pas de numéro, pas de nom, juste une adresse. Et une heure, minuit. Qui diable recrute un concierge à minuit? Mais je n'avais plus de luxe, plus de marge. Alors j'ai pris ma vieille Chevrolet, l'aiguille de l'essence collée dangereusement au bord du rouge, et j'ai roulé vers cet endroit que je ne connaissais pas encore, mais qui allait marquer ma vie à jamais. La route de nuit a toujours quelque chose d'hypnotique. Les phares de la Chevy découpaient un couloir étroit dans les ténèbres. Mais tout autour, le vide. Les champs s'étiraient, noirs et infinis, ponctués çà et là par des silhouettes d'arbres tordus qui semblaient me surveiller. L'aiguille du carburant flirtait dangereusement avec le rouge, et chaque kilomètre avalé me rapprochait un peu plus de la panne sèche. Je n'avais pas de musique, pas de radio qui fonctionne. Juste le ronronnement fatigué du moteur et mes pensées, lourdes, poisseuses. Le genre de pensées qui vous tire vers le bas comme des sables mouvants. Minuit. Toujours ce rendez-vous absurde, inscrit en lettres froides dans ma tête. Minuit pour un entretien? On n'embauche pas un concierge à minuit. À moins que ce ne soit pas un vrai emploi. Finalement, je suis tombé sur une station-service. Elle avait l'air sortie d'une autre époque, figée dans les années 70. Néon éteint, pompe manuelle, vitres poussiéreuses. Le genre d'endroit où le temps n'avance plus, où même l'air semble engourdi. Je me suis arrêté et rempli le réservoir d'un carburant qui avait sans doute attendu là depuis des décennies, puis je suis entré à l'intérieur. L'odeur de café rance et de plastique brûlé m'a accueilli. Et c'est là que je l'ai vu. Un chien. Pas n'importe quel chien.
Un berger allemand gigantesque, musclé, les épaules larges, le poil sombre et épais comme une armure. Il se tenait au milieu de la rue, immobile, la tête haute. Mais ce n'est pas sa taille qui m'a glacé. Ce furent ses cicatrices. 3 énormes entailles traversaient son museau, montant jusqu'à son œil, comme si une bête aux griffes monstrueuses avait tenté de lui arracher la face. Des balafres profondes, sèches, mais qui racontaient une histoire de lutte et de survie. Et malgré cette gueule défigurée, ce chien ne m'a pas inspiré de la peur. Pas exactement. Il me fixait avec un regard étrange, presque humain, la tête légèrement penchée comme s'il pesait mon âme. Pendant quelques secondes, nous sommes restés figés l'un face à l'autre dans un silence total. Puis, sans prévenir, sa queue s'est mise à remuer, doucement, comme un signe d'acceptation. Alors il a tourné le talon et s'est enfoncé dans les ténèbres, ses pattes disparaissant dans l'ombre des ruelles, comme s'il avait mieux à faire, comme s'il m'avait seulement jugé et pardonné. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis senti marqué. Ce sien n'était pas un hasard. Il avait quelque chose de spectral, d'avertissement vivant. Comme si la nuit elle-même avait envoyé un gardien balafré pour me rappeler que j'étais sur le mauvais chemin. J'ai repris la route. Quelques minutes plus tard, j'ai vu les panneaux rouillés. Dagenham. Ce n'était pas une ville. Pas vraiment. Plutôt une cicatrice dans le paysage, quelques blocs de briques usés, des lampadaires dont la moitié étaient morts et des vitrines vides derrière lesquelles rien ne vivait plus. Pas un chat, pas un souffle de vie. Juste un silence lourd, coupé parfois du grincement d'une enseigne mal fixée. Et tout au bout, sur une colline basse, il y avait l'école. Une masse noire, figée contre le ciel. Ses fenêtres ressemblaient à des orbites creuses, et les herbes folles grimpaient le long de ses murs comme si la nature tentait d'engloutir ce monstre de briques. Une grille rouillée entourait la cour, penchée, prête à s'effondrer, comme si même le métal voulait fuir cet endroit. Minuit approchait. Mon cœur battait plus fort que le moteur de la Chevy. J'avais accepté l'invitation. Et désormais, je n'avais plus le choix. Je coupais le moteur. La Chevy s'éteignit dans un dernier souffle métallique et soudain, le silence s'abattit, épais comme une couverture sale. Devant moi, l'école trônait comme une carcasse de pierre, un colosse oublié par le temps. Le bâtiment n'avait rien d'un lieu d'apprentissage. C'était une forteresse, un mausolée. Ses murs de briques noircies semblaient suinter l'humidité et les vitres alignées formaient une série d'yeux morts qui me fixaient sans ciller. Le panneau à l'entrée, jadis censé porter le nom de l'établissement, n'était plus qu'un squelette de lettres écaillées, tordu et rongé par la rouille. Seules quelques ampoules fatiguées clignotaient encore, projetant une lueur jaune maladive sur le trottoir fendu. Je restai un moment dans la voiture, mes mains crispées sur le volant. Une partie de moi espérait que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, que le jour se lèverait et que je rirais de ma propre bêtise. Mais minuit approchait. L'air lui-même semblait retenir son souffle. Je sortis enfin. Le gravier crissa sous mes bottes, chaque pas résonnant comme une provocation lancée à l'école. Les marches ébréchées me menèrent à une double porte de bois gonflée par l'humidité. Je poussai. Les gonds hurlèrent dans un grincement qui fit vibrer toute la façade. À l'intérieur, l'air était glacé et lourd. Le couloir s'étirait à perte de vue, plongé dans une pénombre intermittente. Les néons fixés au plafond clignotaient par à-coups, comme si une main invisible jouait avec un interrupteur. L'odeur me prit à la gorge, un mélange de poussière, de moisissure et de quelque chose de plus rance, plus métallique qui me rappelait la rouille ou le sang séché. Les vitrines alignées le long des murs montraient des trophées ternis, piégés derrière des vitres opaques où la buée s'était figée comme une respiration morte. Des photos de classe, jaunies par les années, présentaient des visages méconnaissables, effacés au point que les élèves ressemblaient à des ombres floues.
Certaines plaques commémoratives pendaient de travers, comme si même les murs ne voulaient plus les supporter. Chaque pas faisait écho, un bruit sec et disproportionné. Comme si le couloir se réjouissait de ma présence. Je suivis ces réverbérations, jusqu'à tomber sur ce qui devait être le bureau de l'administration. La porte était entr'ouverte. J'entrai. La pièce semblait abandonnée en pleine action. Un bureau nu, une chaise repoussée comme si quelqu'un s'était levé précipitamment, et sur le plateau, une simple feuille de papier. Pas de tampon officiel, pas d'en-tête, juste une phrase écrite d'une main nerveuse. « Salut Tommy, tu as le poste. Félicitations. » Mon sang glaça. Personne ne m'avait jamais demandé mon nom. Sous cette phrase, d'autres mots, tracés en lettres épaisses et violentes, griffonnés comme au fer rouge. Les 6 salles doivent être nettoyées ce soir. Quoi qu'il arrive. Si tu refuses, tu mourras. Je restais planté là, le papier tremblant entre mes doigts. C'était absurde, une mauvaise farce, sûrement, mais une sueur glaciale perlait déjà sur ma nuque. Les lettres semblaient vibrer sous mes yeux, comme si elles respiraient. Mes vieilles superstitions remontèrent à la surface. Je frappais du poing sur le bois du bureau, un réflexe idiot, hérité de ces toques superstitieuses qui m'accompagnent depuis toujours. Puis je fis un signe de croix machinal, comme ma grand-mère, et craché par-dessus mon épaule gauche, ridicule mais apaisant. Le silence, lui, ne bougea pas. L'école m'écoutait. Je rangeai le billet dans ma poche. Mon cœur battait à s'en fendre, mais mes jambes, elles, me portèrent vers le couloir. Vers les ombres, vers ces 6 salles qui m'attendaient comme des gueules ouvertes dans la pierre. Et je savais déjà que ce n'était pas seulement de la poussière que j'allais balayer cette nuit. Les couloirs semblaient m'engloutir, tandis que j'avançais, mon chariot grinçant derrière moi. À chaque pas, les néons clignotaient comme des paupières nerveuses. Puis, je remarquai quelque chose d'étrange, de larges flèches rouges, peintes à la main, maladroitement tracées, luisantes encore comme si elles venaient d'être posées. Elles pointaient toutes dans la même direction. J'aurais pu faire demi-tour, j'aurais dû. Mais mes jambes se mirent en mouvement malgré moi. Les flèches m'amenèrent à un escalier métallique qui descendait dans un grondement sourd, chaque marche vibrant sous mon poids. Au bas des marches, un panneau bancal indiquait d'une écriture penchée « Salle du concierge ». À l'intérieur, une rangée de casiers poussiéreux s'étendait, certains ouverts, d'autres cabossés, une odeur d'humidité stagnante planait. Mais ce qui me paralysa fut ce casier, au milieu des autres. Mon prénom, Tommy, écrit en lettres capitales au marqueur. Un badge plastifié y pendait, avec ma photo, comme si j'avais travaillé ici depuis toujours. Mes mains tremblaient lorsque j'ouvris le casier. À l'intérieur, soigneusement pliée, m'attendait une tenue de concierge impeccable, avec mon nom brodé sur l'étiquette. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être par résignation, peut-être par instinct, mais je l'ai enfilée, et elle m'allait parfaitement. Quand je ressortis, un chariot de nettoyage était là, dans le couloir, bien garni d'éponges, de serpillères et de sacs poubelles, comme s'il m'attendait depuis le début. Personne ne l'avait posé là. Personne ne pouvait l'avoir posé là. J'ai pris une profonde inspiration et poussé le chariot. Les roues couinaient sur le sol légèrement humide. Et puis, je l'entendis. Une musique, grésillante, lointaine, comme sortie d'un vieux gramophone poussiéreux. Des violons au timbre aigu, un piano fragile, une valse lente venue d'un autre siècle. Elle coulait à travers les murs,
m'attirant vers une porte métallique sur laquelle était fixé un numéro peint en noir. 1. Je posai ma main sur la poignée. Elle était glaciale, comme si elle sortait du congélateur. La porte céda dans un cri strident. Et je restai figé. Ce n'était pas une salle de classe, c'était un bal. Les murs, hauts et voûtés, étaient recouverts de stucs craquelés, décorés de lustres massifs qui diffusaient une lumière dorée oscillante. Le sol, poli comme un miroir, reflétait chaque silhouette. Et sur cette piste, des dizaines de couples dansaient. Hommes en redingote et veston victorien, femmes en robe ample, gants de dentelle, coiffures tirées à la perfection. Ils glissaient, pivotant au rythme de la musique, sans une seule erreur. Mais leurs visages étaient d'un gris cadavérique, sans couleur, comme des photographies anciennes qui auraient pris vie. Personne ne me regarda d'abord. Je tentai un pas en arrière, la porte se claqua derrière moi, verrouillée dans un bruit sec. La musique cessa. Tous s'immobilisèrent. Leurs coups raides pivotèrent d'un même geste et des dizaines d'yeux vides s'ancrèrent dans les miens. Chaque danseur porta un doigt à ses lèvres dans un chut parfait, synchronisé. Je faillis m'écrouler, mais mon corps agit seul. Je pris mon balai et je balayai. Le frottement des poils sur le parquet résonnait comme un sacrilège dans ce silence absolu. Les danseurs ne bougeaient pas, ils me fixaient. Chaque pas que je faisais me donnait l'impression d'être le centre d'un tribunal silencieux. Puis, sans prévenir, le violon reprit. Un souffle d'archet. 2 notes. Puis tout l'orchestre se remit en marche, et les danseurs, en parfaite harmonie, reprirent leur valse, comme si rien n'avait été interrompu. Mes mains étaient moites, mon cœur tambourinait, mais j'ai balayé, encore et encore, jusqu'à ce que le sol brille. J'ai déposé enfin mon balai contre le chariot. Aucun d'eux ne me regardait désormais. Tous valsaient, happés par leur danse éternelle. J'ai osé tourner la poignée. Cette fois, elle céda. Je sortis, le souffle court, les jambes flageolantes. Et si vous êtes encore là à m'écouter, si vos yeux n'ont pas fui comme les miens auraient dû le faire, alors abonnez-vous à Nuit d'horreur. Parce que ce que vous venez de lire n'était que la première salle, la plus clémente. Je quittai la salle de bal comme un noyé qui sort la tête de l'eau. Mes mains tremblaient encore et mes oreilles bourdonnaient du silence qui avait suivi la musique. Le couloir, pourtant identique à tout à l'heure, semblait encore plus long, plus froid. Les néons au plafond grésillaient comme des insectes mourants et mon chariot grinçait comme s'il se réjouissait de m'emmener vers la prochaine porte. Celle-ci portait une plaque métallique ternie. 2. Je m'attendais à une autre monstruosité. Du sang, des cadavres, des ombres. Mais quand j'ouvris, je crus d'abord que je devenais fou. La salle n'était pas vraiment une salle, c'était une boîte. Une cavité encastrée dans le mur, pas plus grande qu'une armoire. À l'intérieur, un univers miniature. Une maison de poupée. Ces murs peints en vert pâle étaient écaillés. Un tapis minuscule couvrait le sol et une lampe ridiculement petite diffusait une lumière orange tremblotante. Il y avait des meubles à l'échelle, un canapé de la taille d'une boîte à chaussures, des fauteuils, une minuscule table à manger avec des chaises d'1 centimètre à peine. Sur les murs, de minuscules cadres contenaient des photos, plantées avec des épingles rouillées. Et puis, les habitants. Une famille de souris. Mais pas des souris comme celles qu'on chasse dans une cave. Celles-ci vivaient là, comme nous. Le père, assis dans un fauteuil miniature, tenait un bout de papier plié comme un journal et faisait semblant de lire. La mère, en guenille qui ressemblait vaguement à un tablier, s'affairait près d'un four minuscule dont une fumée grise s'échappait par une cheminée ridiculement fine. Au-dessus, j'entendais des pas précipités et un rire aigu, la fille, probablement adolescente, qui gloussait comme si elle était au téléphone avec une amie invisible. Mes yeux glissèrent vers un détail au centre de la table, et mon sang se glaça. Sur la nappe minuscule reposait un squelette. Pas un squelette de souris, ni même de rat, plus grand, plus étrange. Les os blancs luisaient fermement, parfaitement nettoyés. Ses orbites vides et son crâne rond,
avait quelque chose d'anormal, presque humain dans une version déformée. Le père Souris leva lentement la tête. Son museau frémit et d'un petit geste, il leva une patte vers moi. Il me fit signe, un salut. Mon cœur manqua un battement, mes mains tremblaient. Pourtant, le billet dans ma poche vibrait comme un ordre. Toutes les salles doivent être nettoyées. Alors je m'accroupis. Je trempai un chiffon dans le seau et me mis à astiquer la façade de cette maison miniature. Je frottais la porte minuscule, je nettoyais le rebord des fenêtres, je polis même la poignée de la taille d'un grain de riz. La mère Souris ne m'accorda pas de regard, trop occupée à surveiller son four. Le père replia calmement son journal et le posa sur ses genoux. Puis il m'offrit de nouveau un signe de la patte, comme pour approuver mon travail. Je sentis la sueur perler dans mon dos. J'ai eu envie de reculer, de claquer la porte, de tout oublier. Mais mes gestes continuaient, mécaniques, comme si je n'avais plus le choix. Quand tout fut propre, je me relevai lentement, la gorge sèche. J'ai eu l'impression que les petits yeux noirs du père Souris me suivaient alors que je reculais. La porte de la salle se referma toute seule, dans un clic doux, mais définitif. Je restai un instant immobile dans le couloir, le cœur battant, mon chiffon toujours humide à la main. Et je sus, sans le moindre doute, que la folie ne faisait que commencer. J'avançais dans le couloir, le souffle court, les muscles encore tendus. Le silence était lourd, comme si l'école avait retenu son souffle après m'avoir jeté dans la gueule de ses fantômes. Les ampoules continuaient leur danse maladive, s'éteignant parfois pour ne se rallumer qu'au moment où j'étais englouti par l'ombre. La plaque suivante indiquait 3. Je n'osais pas imaginer ce qui m'attendait encore. Je tournai la poignée. Et cette fois, ce n'était qu'une salle de classe. Des rangées de pupitres poussiéreux, un globe bancal dans un coin, un tableau noir couvert de restes d'équations effacées. Les murs étaient ternes, décorés d'affiches jaunies par le temps, cartes de géographie, alphabets aux couleurs passées. Une poubelle débordait de vieilles feuilles froissées. Je restais figé sur le seuil, incapable d'entrer tout de suite. Chaque fibre de mon corps criait qu'il y avait un piège, que la normalité était la façade la plus perfide de toutes. Mais rien ne bougea. Aucun bruit, aucun souffle, pas même une ombre fugitive. Alors j'ai balayé, j'ai lavé le tableau, j'ai ramassé les papiers chiffonnés. Mes gestes paraissaient absurdes après ce que j'avais vu dans les 2 premières salles. Mais à mesure que j'avançais, je sentais la peur grandir, comme si le vrai danger n'était pas ce que j'avais vu, mais ce que je ne voyais pas. Quand j'eus terminé, je restai quelques secondes, le balai serré contre moi, à attendre une réaction. Mais il ne se passa rien. Et c'était pire. Je sortis lentement et roulai le chariot plus loin. La plaque suivante, 4. J'ouvris. Encore une salle de classe. Un abécédaire décollé sur le mur du fond, des livres éparpillés sur une étagère, des chaises renversées, un vieux projecteur couvert de poussière. Tout semblait banal, mais je ne pouvais pas m'empêcher de scruter chaque détail, persuadé que les lettres allaient se réarranger sur le mur pour former un message, ou que les livres allaient s'ouvrir d'eux-mêmes. Rien. Alors j'ai nettoyé. Des gestes mécaniques encore, le balai glissant sur le sol, l'éponge crissant contre les pupitres, le chiffron effaçant le tableau. Mais plus je frottais, plus je sentais cette présence diffuse, ce regard invisible. Comme si l'école elle-même me jaugeait, amusée de mon obéissance. Quand je posai le chiffon, la pièce resta parfaitement immobile. Pas de musique, pas de danseurs, pas de souris habillées, pas de sang. Et pourtant, mon estomac se nouait, comme si cette accalmie n'était qu'une accalmie tendue pour me briser plus fort au prochain tournant. Je sortis de la salle 4 avec la sensation d'être pris dans une mascarade sadique. De salle banale, mais je savais que l'école préparait quelque chose, et je sentais déjà que la porte suivante me forcerait à regarder l'horreur en face.
4 salles terminées. 2 restaient. Et si les 2 premières m'avaient presque tué, et que les 2 suivantes n'avaient été qu'un répit, alors les dernières allaient m'achever. La poignée de la salle suivante me glaça aussitôt la paume. Le métal était poisseux. Je retirai ma main d'un geste brusque et regardai. Mes doigts étaient tachés de rouge sombre. Du sang séché, incrusté. Mon estomac se contracta. La plaque au-dessus indiquait simplement 5. Je savais déjà que je ne voulais pas ouvrir cette porte. Mais le billet dans ma poche vibrait comme une malédiction. Les 6 salles doivent être nettoyées ou tu mourras. Alors je tournai la poignée et le monde bascula. Le son me heurta comme une massue. Chop, chop, chop. Un bruit lourd, tranchant, métallique, qui résonnait dans toute la salle. Le claquement d'un couperet s'abattant encore et encore, fendant chair et os. Chaque coup vibrait jusque dans ma cage thoracique. La puanteur me prit à la gorge. Une odeur métallique, sucrée, saturée. Le sang. Il empestait l'air au point d'en être presque palpable, poisseux dans mes narines, collé à ma langue. La salle n'était pas une classe. C'était un abattoir. Des dizaines de chaînes pendaient du plafond, terminées par des crochets massifs. Et sur ces crochets, des carcasses. Certaines ressemblaient à des animaux, bœufs, porcs, mais d'autres avaient des formes trop humaines. Un bras trop fin, une articulation trop reconnaissable, une cage thoracique qui n'aurait jamais dû être là. Les chairs oscillaient doucement, comme bercées par une brise invisible. Au fond, dans une lumière crue, il y avait lui, le boucher. Un colosse. Ses épaules étaient si larges qu'elles semblaient rétrécir la pièce. Son tablier était rigide de sang séché, une croûte noirâtre qui collait à sa peau. Dans sa main, une arme, un couperet immense, presque une hache, brillant d'éclats rouges. Il levait le bras. Chop. Il l'abaissait sur un billot de bois saturé de sang et d'eau brisée. Des éclats de chair volaient et tombaient au sol avec un bruit humide. Je restais paralysé. Puis, lentement, je pris mon balai. J'ai balayé, oui, comme un idiot. Les poils raclaient contre le carrelage poisseux, soulevant de la crasse visqueuse. Chaque mouvement me donnait l'impression de déranger quelque chose de sacré, de profaner un rituel sanglant. Et alors, il s'arrêta. Le couperet cessa de s'abattre. Le boucher resta immobile, le bras tendu, sa lame reposant sur son épaule. Puis, lentement, sa tête se tourna vers moi. Ses yeux, 2 braises rouges, brûlantes, me transperçaient. Un silence immense remplit la pièce. Même les carcasses suspendues cessèrent de bouger. Il me fixait sans un mot. Puis, d'une voix grave et gutturale, comme si des pierres frottaient dans sa gorge, il prononça 2 mots. Bon goût. Mes jambes faillirent céder. La sueur dégoulinait de mon front. Mon souffle se faisait court. Alors, dans un geste désespéré, je poussai encore le balai, raclant le sol de toutes mes forces, mes mains tremblantes. Un instant passa, puis le couperet se leva de nouveau. Chop, chop, chop. Les carcasses se balançaient. Le bruit emplit de nouveau la salle. Le boucher retournait à son œuvre, comme si je n'existais plus. Je n'ai pas réfléchi. J'ai continué à nettoyer, en évitant de regarder trop près les morceaux de chair. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait exploser. Quand le sol fut à peu près dégagé, je rangeai précipitamment le balai. Mes doigts grippèrent la poignée ensanglantée de la porte. Elle résista, glissa. Mon sang se mêla au vieux sang qui la couvrait. Puis, elle céda. Je me jetai presque dans le couloir, refermant derrière moi. Le bruit du couperet résonna une dernière fois, étouffé par la porte close. Je posai le dos contre le mur, les jambes tremblantes, le souffle coupé. 4 salles derrière moi, une horreur nouvelle à chaque ouverture. Mais il en restait une, la dernière, la plus terrible, la salle 6. Et déjà au fond du couloir, j'apercevais son numéro gravé dans le métal terne de la plaque. Le couloir s'étirait devant moi comme une gorge obscure. Mes pas résonnaient dans le silence, étouffés par les murs qui semblaient se resserrer. La plaque suivante portait ce simple chiffre, 6.
J'hésitais. Mon souffle se fit court. Les autres salles m'avaient broyé, chacune à sa manière. Mais devant cette porte, j'avais une certitude glaciale. Rien de ce que j'avais déjà vu ne m'avait préparé à ce qui se trouvait derrière. La poignée était froide, glaciale, comme un morceau de métal resté dehors en hiver. Je tournai. La porte grinça, puis céda dans un murmure. Je clignai des yeux. La salle n'était pas une salle, c'était la cuisine de ma mère. Chaque détail était exact. Le lino jauni avec son motif floral, le vieux frigo sur lequel s'accrochait un aimant en forme de citron, la table de bois marquée par ce creux laissé par une casserole tombée des années auparavant. Les rideaux d'un jaune passé se balançaient légèrement comme poussés par une brise inexistante. Et elle était là, assise au bout de la table, les mains croisées comme pour une prière, le regard doux mais fixe. Ma mère. Elle portait sa vieille robe fleurie, celle qu'elle gardait pour les dimanches. Son sourire était identique à celui de mes souvenirs d'enfant. « Tommy ?» dit-elle d'une voix douce, presque fragile. « J'attendais ton retour. » Mes jambes faillirent me lâcher. Elle était morte depuis longtemps, je l'avais vue mourir, mais là, elle était bien vivante. Sa respiration faisait bouger légèrement sa poitrine, ses yeux brillaient d'une humidité authentique et la chaleur qui émanait d'elle contrastait avec le froid glacial de l'école. La table était dressée, assiette, verre, un pain tranché, un plat fumant dont l'odeur familière me frappa en plein visage, du ragoût, exactement comme dans mon enfance. Une part de moi voulait hurler, briser cette illusion, mais l'autre, l'enfant en moi, voulait s'asseoir et ne jamais se lever. « Viens manger, » dit-elle. « Raconte-moi ta journée, Tommy, comme avant. » J'obéis. Mes genoux plièrent, presque malgré moi. La chaise grinça et je m'assis. Elle servit une portion dans mon assiette. Ses gestes précis, mécaniques, comme si tout cela avait été répété 1000 fois. « Tu dois être fatigué, » souffla-t-elle. « Reste avec moi. » Sa voix tremblait, douce mais insistante. Son regard trop fixe se planta dans le mien. Je voulus parler, mais mes mots se bloquèrent. Alors je fis ce que je fais toujours quand la peur me ronge, effleurai du bout des doigts la pièce de monnaie porte-bonheur dans ma poche. Mais ça n'aida pas. « Donne un câlin à ta mère, » dit-elle, écartant ses bras. Mon cœur explosa contre ma poitrine. Je savais. Ce n'était pas elle, c'était autre chose, quelque chose qui utilisait son visage, ses souvenirs, ma culpabilité. Je regardais le chariot. Le couteau de service, le cutter argenté, brillait sous la lumière artificielle. Je serrai les dents. Mon souffle était saccadé. Et une pensée me traversa. Si vous êtes encore là, si vous sentez vos mains trembler comme les miennes, alors abonnez-vous à Nuit d'horreur, car ce qui vient ensuite, c'est la vraie descente. Je me levai, lentement. Ma mère me regardait, le sourire toujours figé, ses bras tendus. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange, trop intense, presque animal. Je fis 2 pas vers elle. Elle ouvrit plus grand ses bras, et d'un geste sec, j'enfonçai la lame dans sa poitrine. Son sourire se figea. Son souffle s'étrangla. Son regard, un instant, redevint celui de ma mère, l'authentique, avant de se ternir comme une bougie qu'on éteint. Je la soutins un instant, puis la laissai retomber sur la chaise. Sa tête bascula en avant et s'écrasa doucement dans son assiette comme une poupée brisée. Le silence tomba. Il n'y avait plus de mère, seulement une salle morte. Je restais un long moment debout, immobile, le couteau encore chaud de son sang factice, mes poumons refusant de se calmer. Mon esprit, lui, refusait d'accepter ce que je venais de faire, ou plutôt de refaire, parce que ma mère, je l'avais déjà tuée. Non, pas de mes mains, mais de mes yeux. Je me souviens. J'avais 14 ans. Un adolescent maigre, nerveux, qui passait plus de temps à observer les détails que les autres ne voyaient pas. J'avais remarqué depuis longtemps déjà que les gens disparaissaient autour de nous. Des voisins, des connaissances, même une institutrice. On murmurait qu'ils avaient déménagé, qu'ils étaient partis refaire leur vie ailleurs. Mais moi, je savais. Je savais à cause de l'odeur. Cette odeur de soupe, trop présente, trop insistante,
qui emplissait la maison chaque fois que quelqu'un disparaissait. Ma mère adorait cuisiner. Son plat favori, c'était le bouillon, une soupe chaude, rassurante, qu'elle servait toujours avec un sourire doux. Mais j'ai compris. J'ai compris que ce n'était pas seulement de l'amour qu'elle mettait dans sa marmite. Je l'ai vue un soir alors que je m'étais relevé en pleine nuit. Elle descendait au sous-sol, une silhouette fine, portant une bassine lourde. Je l'ai suivie, silencieux, le cœur battant. Et là, dans cette cave que j'avais interdiction de fréquenter, j'ai vu les corps. Alignés, certains entamés, d'autres presque entiers, leurs visages figés dans une expression de surprise et de douleur. Et ma mère, agenouillée devant eux, murmurant des mots que je n'ai jamais oubliés. « Vous êtes à moi, vous serez toujours à moi. » C'est moi qui ai parlé. Moi qui ai dit au shérif ce que j'avais vu. Les policiers ont d'abord ri, une histoire de gamin trop imaginatif. Mais le shérif, lui, a écouté. Il a fouillé la maison. Et il a trouvé des dizaines de cadavres enterrés, dissimulés, stockés comme des réserves de nourriture. Elle avait un nom dans les journaux, un nom qui sonnait comme une blague macabre, la veuve du bouillon, parce qu'elle servait à ses victimes un repas chaud avant de les faire disparaître. Je me souviens du procès, des visages de la foule, des articles de journaux criant leur indignation. Je me souviens surtout de la fin, le couloir étroit de la prison, le bruit sec des portes métalliques qui se ferment, les rideaux tirés pour cacher aux spectateurs le dernier souffle d'une meurtrière, et moi, adolescent tremblant, je regardais. J'ai vu les aiguilles plonger dans ses veines. J'ai vu sa poitrine se soulever une dernière fois, puis retomber pour de bon. Ce jour-là, j'ai cru être libéré. Mais on n'échappe pas à ce genre d'ombre. Parce que ce soir, dans cette foutue école, je l'ai revue. Pas une hallucination, pas un souvenir, non. Elle était là, assise dans sa cuisine, comme si rien n'avait changé, comme si le temps n'avait pas passé. Et je l'ai tuée une seconde fois. Mais le pire, c'est que je n'ai ressenti ni joie, ni relâchement. Seulement une impression de boucle. Comme si, quoi que je fasse, elle reviendrait toujours. Comme si ma vie entière n'était qu'un cercle, une punition éternelle. Je regardais autour de moi. La cuisine avait disparu. Plus de rideaux, plus de tables, plus de casseroles fumantes. Seulement une salle vide aux murs ternes, avec quelques pupitres renversés. Mais l'odeur du bouillon restait, persistante, collée à mes narines. Je n'avais plus qu'une seule chose à faire, nettoyer. Alors je rangeai le couteau, repris mon chiffon, et j'essuyai la table, le sol, jusqu'à ce qu'il ne reste rien, comme si en nettoyant, je pouvais effacer ce que ma mère avait été. Mais je savais que c'était inutile. Elle était morte, oui, mais elle vivait encore, à travers moi. Quand je sortis de la salle 6, j'avais l'impression d'avoir vieilli de 20 ans. Mon dos était courbé, mes mains tremblaient encore et mes jambes semblaient faites de coton. Le couloir, pourtant identique, n'était plus qu'un tunnel d'ombre. Les néons avaient cessé de grésiller, comme si l'école elle-même retenait son souffle après m'avoir livré sa dernière vision. Je poussai le chariot jusqu'à l'escalier. Les marches métalliques gémissaient sous mon poids, chaque grincement résonnant comme un rire étouffé dans les ténèbres. Quand j'atteignis enfin le sous-sol, je retrouvai la petite salle du concierge. Les casiers étaient toujours là, figés dans leur rouille et leur poussière. Le ballon crevé, la vieille thermos ébréchée, tout était exactement à sa place. Sauf une chose. Sur le banc, soigneusement posé, il y avait une pile de billets. Des dollars. Frais, secs, impeccables. 500. Pas un de plus, pas un de moins. Je restais figé, le souffle court. C'était donc ça? Une paie? Un paiement pour avoir survécu à une nuit de folie? Je pris l'argent, lourd dans ma main, presque poisseux de sens. Je le glissai dans ma poche à côté du billet plié,
qui lui semblait toujours brûler contre ma cuisse. « Si tu ne nettoies pas les 6 salles, tu mourras. » Je retirai ma tenue, soigneusement pliée, comme si je n'avais jamais dû la porter. Le badge, avec mon nom, je le laissai accroché au casier. Je refermai la porte dans un claquement sec qui résonna comme une condamnation. Dehors, l'aube pointait à peine. Un ciel pâle, presque malade, s'étendait à l'horizon. Ma vieille Chevy m'attendait, fidèle et bancale. J'y montais, insérai la clé, et le moteur ronronna faiblement comme s'il sortait lui aussi d'un cauchemar. Je jetai un dernier coup d'œil par le rétroviseur. L'école dominait toujours la colline, silhouette sombre et immobile, comme si elle me regardait partir. Je crus voir ses fenêtres briller une dernière fois comme des yeux fatigués qui se ferment. Je roulai lentement, les pneus craquant sur le gravier humide. Et c'est là que je compris. Je reviendrai. Peut-être pas demain, peut-être pas la semaine prochaine, mais l'école me rappellera, parce que je suis pris dans sa toile, parce que cette nuit m'a marqué, parce que je suis devenu son concierge. Alors oui, vous pouvez me traiter de fou, vous pouvez croire que j'ai tout inventé, mais sachez ceci, je ne suis pas encore 40 ans, et je suis fatigué. Fatigué de courir, fatigué de fuir. Et s'il faut retourner dans ces couloirs pour survivre, je le ferai. Et si un jour ma mère revient encore, je saurai où frapper. Voilà mon histoire, ou plutôt la première. Car les 6 salles ne sont pas les seules dans cette école. Non, derrière chaque porte, il y a peut-être un autre enfer, une autre horreur prête à surgir. Et moi, je sais que j'y retournerai. Parce que quelqu'un doit nettoyer, parce que quelqu'un doit regarder l'horreur en face. Et si vous êtes encore là, après tout ça, alors écoutez-moi bien. Abonnez-vous à Nuit d'horreur, parce que ce que vous venez d'entendre n'est rien comparé à ce qui vous attend derrière les prochaines portes.